Madame Dadelin, heureuse de vous voir ici. Le 4 avril, les bouchons de champagne, probablement même de champagne plutôt que de mousseux, ont sauté à Bruxelles. Au quartier général de l'OTAN, il y avait du gâteau au chocolat. Et plus tard, chez le Sasseur, c'est-à-dire le commandant suprême de l'OTAN, il y avait encore un dîner de gala, avec des spécialités de tous les pays membres de l'OTAN. Donc, vu de l'extérieur, cela semblait être une fête d'anniversaire réussie. Vous avez maintenant également décidé de contribuer à cet anniversaire de l'OTAN. Cependant, cela semble moins être une éloge qu'un règlement de compte avec l'Alliance de valeurs. Cela semble assez dur à première vue. La vieille dame OTAN mérite-t-elle vraiment un tel règlement de compte pour ses 75 ans? Oui, tout d'abord, il faut bien sûr dire que 75 ans de l'OTAN, surtout en tant qu'organisation, pourrait être une raison de célébrer. Cependant, je dirais que l'OTAN se trouve dans une crise vraiment grave, sinon existentielle. Elle est confrontée à de très grands défis en raison de sa politique d'expansion et d'escalade. Par expansion, je veux dire l'extension géographique vers l'Asie. Il ne s'agit plus seulement de l'Atlantique Nord, donc du traité de l'Atlantique Nord, mais l'OTAN s'étend également vers l'Indo-Pacifique. Nous avons donc affaire à une surextension de l'OTAN. En même temps, elle mise de plus en plus sur l'escalade et nous amène au bord d'une troisième guerre mondiale. Cela se produit par exemple par la guerre par procuration contre la Russie en Ukraine, où l'on mise sur l'utilisation d'armes de plus en plus lourdes. Il ne s'agit plus seulement de casques ou de gilets pare-balles ou de chars, mais aussi de demandes d'envoi de troupes propres. Le président français a récemment dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Je dirais qu'elle n'est pas seulement en état de mort cérébrale, mais qu'elle a complètement manqué son but et son objectif. C'est survécu comme un reliquat de la guerre froide et met en danger la sécurité du monde et de toutes les populations. C'est pourquoi je me suis naturellement assis pour examiner cela de plus près à l'occasion du 75e anniversaire de l'OTAN. Face aux défis et crises auxquels elle est confrontée, l'OTAN s'appuie de plus en plus sur des mythes pour se légitimer. Parmi ces mythes figure la perception de soi comme une alliance de défense, comme une alliance de valeurs, comme une alliance de démocratie qui mise sur la légalité et les droits de l'homme. Mais restons sur la démocratie. Du moins de l'extérieur, je dirais que, dans la mesure où je peux en juger, tous les États membres sont effectivement, au moins formellement, des démocraties représentatives et disposent également d'un État de droit fonctionnant à peu près. Alors où commence votre critique? Vous dites que tout cela n'est pas vrai. C'est comme vous l'avez dit, un pur mythe. Cet aspect de la démocratie, des droits de l'homme, de la liberté, manifesté aussi dans la charte fondatrice. Où voyez-vous la discrépance? Oui, en 1949, l'OTAN a été fondée, avec les États-Unis et le Canada, ainsi que d'autres États européens à la tête. L'un de ces États était par exemple le Portugal, sous le dictateur fasciste Salazar. Il a régné jusqu'à la révolution des œillets en 1964. Et ce n'était pas un problème qu'il soit un dictateur fasciste qui a laissé une traînée de sang à travers l'Afrique avec sa politique colonialiste et qui a misé sur la répression et la terreur contre les opposants et les gauchistes à l'intérieur du pays. Cela représente, à mon avis, une contradiction flagrante avec l'image de soi de l'OTAN, qui prétend avoir toujours été une alliance de démocratie et d'état de droit. En même temps, ce n'était également pas un problème de conclure des accords militaires par la puissance dirigeante de l'OTAN, les États-Unis, avec le dictateur fasciste espagnol Franco. Ou prenons la Turquie, qui est membre de l'OTAN jusqu'à aujourd'hui et qui a vécu plusieurs coups d'État militaires dans les années 80, au cours desquels des centaines de milliers de personnes ont été emprisonnées pour leur engagement politique, parce qu'elles étaient par exemple des gauchistes ou des syndicalistes. Cela non plus n'était pas un problème, bien qu'il s'agissait d'une dictature militaire.
Il en va de même pour le coup d'État militaire en Grèce. Là aussi, on peut difficilement parler de démocratie ou d'État de droit. Et cela n'a jamais posé de problème à l'OTAN et ne lui pose toujours pas de problème aujourd'hui. Par exemple, il est connu que la Turquie, sous la présidence d'Erdogan, a fourni des armes à des organisations islamistes telles que l'EI, Al-Qaïda ou Al-Ahrar al-Sham dans la guerre contre le régime d'Assad en Syrie. L'OTAN n'a aucun problème avec le fait que des organisations terroristes islamistes soient soutenues par ses États membres en servant dans ces pays comme zone de rassemblement et de retrait, en étant soignées dans des hôpitaux lorsqu'elles sont blessées ou en étant équipées d'armes, possiblement même avec des armes provenant d'autres États de l'OTAN, comme la République fédérale d'Allemagne. Il est important de déconstruire ces mythes de l'OTAN. L'OTAN n'a jamais été une alliance de démocratie et d'État de droit. Cela se voit encore aujourd'hui. La puissance dominante de l'OTAN, les États-Unis, agit à l'international selon son propre gré. Elle a attaqué des pays à travers le monde, violant le droit international, comme lors de l'invasion de l'Irak sous une coalition de volontaires. Au cours des 20 dernières années, les États-Unis sont responsables de plus de 4,5 millions de morts dans ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme, comme le montrent les études de la prestigieuse Brown University de Rhode Island aux États-Unis. Cela ne saurait être vécu comme une politique de respect des droits humains de la démocratie. Peut-être encore, pour rester sur le sujet de l'état de droit, dans cette tentative de déconstruire les mythes de l'OTAN, vous mentionnez également que vous qualifiez Julian Assange de prisonnier de l'OTAN. Est-ce vraiment justifié, en quelque sorte, d'adresser directement ce rôle de l'OTAN? Je veux dire, les principaux responsables sont en fait les États-Unis et la Grande-Bretagne. De là, en quelque sorte, conclure que l'on peut effectivement désigner Assange comme un prisonnier de l'OTAN. Comment voyez-vous cela? Alors tout d'abord, en ce qui concerne l'autoperception de l'OTAN, vous dites oui. Le principe est un pour tous, tous pour un. Cela signifie qu'une partie représente le tout et le tout représente une partie. Cela implique que nous pouvons tous être tenus responsables ensemble. La persécution de Julian Assange, un journaliste qui a rendu public des crimes de guerre américains en Irak et en Afghanistan, a conduit à ce qu'il soit privé de sa liberté depuis 12 ans. Depuis 5 ans, il est détenu dans une prison de haute sécurité en Grande-Bretagne et aux États-Unis, il risque 175 ans de prison, ce qui équivaut pratiquement à une peine de mort. Et cela seulement parce qu'il a publié des crimes de guerre pour lesquels il n'y a eu jusqu'à présent aucune réparation. Il reste impuni. Les responsables, comme le criminel de guerre américain George W. Bush ou Tony Blair de Grande-Bretagne, vivent librement dans leur villa. Julian Assange, en revanche, qui a révélé les crimes de guerre dont ils sont finalement responsables, est privé de liberté. Bien sûr, les États-Unis sont la puissance dirigeante au sein de l'OTAN. On peut donc assimiler l'OTAN aux États-Unis. Elle est la puissance qui, en fin de compte, utilise l'OTAN comme un instrument géopolitique. Depuis sa création, l'OTAN est un instrument des États-Unis. Le modèle pour cela était le traité interaméricain, la Pax Americana, pour sécuriser l'Occident comme zone d'influence des États-Unis et pour cela créer l'instrument OTAN. En fait, il se peut que les pays membres de l'OTAN abandonnent leur souveraineté en devenant membres de l'OTAN. Ils se placent sous la direction des États-Unis. C'est pourquoi ce que fait la puissance dirigeante des États-Unis, comme la violation du droit international en Irak ou la persécution politique du journaliste Julian Assange, est également imputable à l'ensemble de l'OTAN, d'autant plus qu'aucun des États membres de l'OTAN n'a critiqué publiquement les États-Unis. Le Conseil de l'OTAN ne s'est même pas réuni pour critiquer l'invasion de l'Irak. Ce n'était absolument pas un sujet. Au contraire,
on l'a quasi soutenu. Bien qu'officiellement, on ne faisait pas partie de la coalition des volontaires lors de la guerre en Irak, on a par exemple accordé des droits de survol et permis l'utilisation des bases militaires, y compris sur le sol allemand. Il est, à mon avis, légitime et justifié d'attribuer les actions des États-Unis également aux autres États membres de l'OTAN. Je voudrais également aborder un autre point, à savoir les mythes de l'OTAN. Un grand mythe est que l'OTAN est une alliance de défense. Pour le 75e anniversaire de l'OTAN, nous nous souvenons également du 25e anniversaire de la guerre d'agression de l'OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie. Cette guerre était une violation claire de l'interdiction de la violence de la Charte des Nations Unies, car il n'y avait pas de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. L'ancien chancelier allemand Gerd Schröder a publiquement admis qu'il n'avait pas de mandat pour l'attaque, au cours de laquelle, entre autres, des stations de télévision en Serbie, à Belgrade, ont été bombardées et l'ambassade de Chine a été prétendument touchée par erreur. Depuis cette attaque contre la Yougoslavie et des opérations ultérieures, comme en Afghanistan ou la guerre de changement de régime en 2011 en Libye, il est clair que l'OTAN est une alliance de guerre. Peut-être devrions-nous revenir brièvement sur le rôle des États-Unis au sein de l'OTAN. Vous décrivez cette configuration comme un empire avec ses vassaux. Il y a une citation célèbre de Lionel Ismay, le premier secrétaire général de l'OTAN. Il a dit que l'OTAN avait été fondée pour garder les Allemands en bas, les Russes à l'extérieur et les Américains à l'intérieur. Diriez-vous que cette évaluation de la fondation de l'OTAN est toujours valable aujourd'hui? Ou y a-t-il eu des changements dans la fonction de l'OTAN à cet égard? Eh bien, l'objectif ou le but et le sens que Ismay avait formulé à l'époque ont été atteints. Si l'on considère le développement des dernières décennies après la fin de la guerre froide, on se souvient de la Charte de Paris, dans laquelle on a plaidé pour un nouvel ordre de sécurité européen, une maison commune européenne. L'idée était aussi de réaliser cela avec l'État successeur de l'Union soviétique, c'est-à-dire la Russie. Aujourd'hui, cependant, la situation est tout à fait différente. L'OTAN, malgré les promesses faites, a étendu sa présence toujours plus vers la Russie, dernièrement avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède. Le fait est que, par exemple, la République fédérale d'Allemagne se nuit à elle-même à travers la guerre économique contre la Russie en raison de la guerre en Ukraine. On a ainsi également vaincu l'Allemagne en tant que concurrent. Les États-Unis ont tenu la Russie à l'écart et se sont en même temps dangereusement renouvelés, en misant davantage sur le réarmement et sur cette expansion, ainsi que sur l'escalade. En ce sens, tout cela s'est avéré vrai jusqu'à aujourd'hui. Insofern hat sich das alles bis heute bewahrheitet. Oui, pour revenir sur l'expansion, je l'ai trouvé également très fascinant dans le livre, car je n'avais pas vraiment réfléchi à cela auparavant. Vous y faites le parallèle entre l'élargissement de l'OTAN vers l'Est et l'ignorance relativement complète des intérêts de sécurité russes et le pivot vers l'Asie. Dans ce cas, il se passe la même chose avec la Chine sous des conditions similaires. Il ne s'agit pas de membres, mais de contrats de partenariat. Mais néanmoins, la Chine est de plus en plus contrainte, sans tenir compte de ses intérêts de sécurité. C'est du moins l'argumentation dans votre livre. Votre évaluation m'intéresse. Est-ce de l'hybris occidental ou réellement une provocation consciente dans les deux directions, c'est-à-dire cette ignorance complète, ou presque complète, des intérêts de sécurité d'acteurs globaux pertinents comme la Russie et la Chine? Je crois que c'est inhérent au système. Donc, cette mise sur l'escalade et l'expansion. Ce n'est en effet pas une alliance de paix, ni une alliance de sécurité. Ce n'est pas une alliance qui souhaite créer de la sécurité, mais elle met de plus en plus en danger la sécurité.
avec de plus en plus de réarmement et de surarmement aussi aux dépens de la question sociale dans les États membres de l'OTAN, elle met en péril la paix tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je pense que c'est définitivement un système qui fonctionne comme une alliance de guerre qui vise à arrêter le déclin de l'hégémonie des États-Unis. Il sert exactement à cette fin. Et il ne s'agit pas seulement d'accords de partenariat ou d'accords militaires. Parallèlement à l'expansion de l'OTAN vers l'Est, la situation continue de la même manière. L'ancien commandant suprême des forces alliées de l'OTAN, Stavridis, plaide même pour l'adhésion de certains pays, avec lesquels on essaye dans la région Indo-Pacifique, comme le Japon, la Corée du Sud, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, de pousser cet encerclement de la Chine par l'OTAN. Il plaide en effet pour l'adhésion active de ces pays à l'OTAN. La discussion va bien au-delà de simples accords avec des partenaires représentant l'OTAN dans la région Indo-Pacifique ou ouvrant une porte à l'OTAN. Il y a aussi des discussions sur un bureau de liaison au Japon que l'OTAN souhaite ouvrir. L'expansion en Asie progresse parce qu'il y a de plus en plus une déclaration d'hostilité envers la Chine. La croissance de la Chine, son ascension et sa coopération avec d'autres pays, ainsi que son poids dans la diplomatie internationale, augmentent. Cela n'est pas vu comme un gain potentiel ou un progrès qui pourrait être mutuellement bénéfique. Au contraire, les États-Unis voient cela comme une menace pour leur hégémonie mondiale et optent donc pour la confrontation. Le danger est grand que l'OTAN soit entraînée dans cette confrontation en tant qu'instrument géopolitique des États-Unis, avec la participation de l'Allemagne. Si nous parlons de confrontation, une région du monde que nous n'avions pas encore considérée, mais qui est également abordée dans votre livre, est le conflit actuel à Gaza. Je crois qu'on ne peut presque plus parler de guerre. Maintenant, vous étiez aussi à La Haye pour l'audience de la plainte nicaraguayenne contre la République fédérale. En s'éloignant un peu du livre, mais je trouve cela aussi un aspect très intéressant. Comment avez-vous perçu cette audience? Oui, ce que j'ai trouvé remarquable, c'est que j'étais en fait la seule parlementaire présente. Je ne trouve pas cela ordinaire que la République fédérale d'Allemagne soit accusée de complicité de génocide devant la plus haute cour du monde, à savoir la Cour internationale de justice. Il faut dire que c'est la plus haute cour d'appel. Ainsi, j'étais assez étonnée que l'intérêt soit si faible, ou en fait inexistant de la part des députés, y compris des collègues d'autres partis, à participer à cette audience historique. Le premier jour de l'accusation par le Nicaragua. Les accusations stipulent que la République fédérale d'Allemagne n'a pas rempli ses obligations découlant de la Convention sur le génocide, à savoir tout faire pour prévenir un génocide. Cela signifie ne rien faire ou omettre ce qui pourrait favoriser un génocide. La plainte affirme que la livraison d'armes, de livraison excessive d'armes à Israël par la République fédérale d'Allemagne, conduit à un risque plausible de génocide et favorise les violations présumées du droit humanitaire international par Israël avec ces armes. C'est l'accusation que la République fédérale d'Allemagne assiste et favorise cela. Et intéressamment, la plainte du Nicaragua est basée sur des questions parlementaires de l'alliance autour de Sacha Wagenknecht au Bundestag allemand. Dans ces questions, nous avons élaboré les chiffres et les faits concernant les livraisons d'armes excessives par l'Allemagne à Israël, malgré les événements vraiment terribles des dernières semaines et mois. Bien sûr, Israël a le droit à l'autodéfense comme tout autre pays qui est attaqué. Mais ce que nous voyons et vivons depuis des semaines et des mois n'a plus rien à voir avec l'autodéfense. Il s'agit d'une expédition punitive marquée par des crimes de guerre. Par conséquent, il est naturellement aussi une participation indirecte à des crimes de guerre que de continuer à fournir des armes à ce pays. Le jour de la défense, l'Allemagne s'est présentée d'une manière que j'ai trouvée présomptueuse, ignorante et arrogante. En résumé,
On peut dire que l'Allemagne a argumenté qu'elle ne pouvait pas contribuer à un génocide qui n'a pas encore été établi. On suppose donc le génocide pour considérer une plainte pour complicité comme possible. Et c'est bien sûr une inversion complète de la Convention sur le génocide. On doit tout faire pour l'éviter. Il s'agit de prévenir le génocide. Cette arrogance était également très palpable en reprochant quasi à Nicaragua de quoi il se permet d'accuser la République fédérale d'Allemagne. L'Allemagne fournit tant d'aide humanitaire à l'international et a appris de l'histoire du Holocauste et s'est engagée envers le droit international. Comment peut-on seulement accuser l'Allemagne ? Ainsi, on n'a pas du tout abordé les arguments concrets du Nicaragua, mais on s'est posé en moraliste, comme nous le voyons dans la politique étrangère de la République fédérale d'Allemagne, particulièrement sous la ministre des Affaires étrangères actuelle. En résumé, il faut dire que l'ignorance et l'arrogance prévalent face à cette plainte. Et je trouve l'argumentation du gouvernement fédéral peu crédible. En matière de génocide, une constatation devrait d'abord être faite pour qu'on puisse même fournir une aide ou violer la Convention sur le génocide. Troisièmement, je crois que cela a été énormément dommageable pour la réputation de l'Allemagne que de se retrouver sur le banc des accusés et que de continuer à s'accrocher à ces livraisons d'armes meurtrières à Israël, malgré les atrocités que nous voyons tous les jours à Gaza. C'est encore un sujet très particulier, à savoir la perte de réputation de la politique étrangère allemande, qui est perceptible dans le monde entier, que l'on parle avec des diplomates du Moyen-Orient ou d'Amérique latine. Pour revenir brièvement sur le Nicaragua, ce qui m'a également frappé, puisque vous mentionnez cette arrogance, on oublie souvent que le Nicaragua a poursuivi les États-Unis devant le même tribunal en 1984 et que le verdict a été rendu en 1986, c'est vrai. Et il y avait une attitude similairement arrogante de la part des États-Unis qui ont finalement dû subir une défaite significative, même s'ils n'ont pas respecté le verdict. Le plaignant du Nicaragua était également celui qui avait porté plainte contre les États-Unis devant la Cour internationale de justice en 1984. Il se peut que le gouvernement fédéral montre extérieurement un mélange de sérénité, d'ignorance et d'arrogance, mais qu'il craigne intérieurement d'être poursuivi, car les accusations sont très substantielles. Il en va de même pour la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide, où la Cour internationale de justice a reconnu le 26 janvier, dans une décision préliminaire, des risques plausibles de génocide à Gaza. Suite à cela, la Cour a demandé à Israël de prendre des mesures de protection explicites pour la population civile à Gaza. Cela montre que l'argumentation du gouvernement fédéral repose sur des bases très incertaines, puisque la Cour a déjà vu un risque plausible de génocide le 26 janvier et a demandé des mesures de protection correspondantes. C'est pourquoi je suis curieux de voir ce que la Cour internationale de justice annoncera dans les prochaines semaines. Revenons une fois de plus au point de départ et à l'avenir de l'OTAN. L'espérance de vie moyenne aux États-Unis, le principal acteur de l'OTAN, est actuellement inférieure à 80 ans. Quelle est selon vous l'espérance de vie de l'OTAN en tant qu'institution? Je trouve qu'elle a survécu bien trop longtemps. Depuis la fin de la guerre froide, elle aurait dû être dissoute. À mon avis, nous avons urgemment besoin d'un moratoire. L'expansion de l'OTAN doit être arrêtée si l'on veut véritablement établir la sécurité et ne pas mettre davantage en péril la paix mondiale. Nous devons absolument revenir au droit international et adopter une politique de désengagement, comme l'avait développé l'ancien haut diplomate américain George Kennan. Il avait proposé de démêler les blocs militaires et de mettre fin à la confrontation des blocs. C'est, selon moi, de la plus haute importance. Je souhaite un ordre de sécurité en Europe,
qui permettent de mener une politique souveraine et confiante dans l'intérêt des gens et de la majorité des populations en Europe, y compris des Allemands. Nous ne devrions pas devenir un État client au sein d'une organisation qui ne sert qu'à remplir les intérêts des États-Unis. Je vous remercie. Merci beaucoup.